Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la problématique des squats. Ils suscitent colère et interrogation. Et pour en parler, tenter d'apporter des réponses, peut-être des solutions. Nous avons sur notre plateau le directeur de cabinet du préfet, Olivier Ginez. À ses côtés, Patrick Joannès, directeur de la police municipale de Cayenne. Yvan Goua est également avec nous, porte-parole de Trop Violence. À vos côtés, Marius Florella, le président de la Fédération Droit au Logement Blu-Blu-Fini Guyane. Et enfin, Zadkiel Saint-Oris, porte-parole des Grands Frères. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Malheureusement, la mairie de Matoury s'est désistée cet après-midi sans plus d'explications. Pour m'accompagner, Véronique Betts. Bonsoir Véronique. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Alors on va démarrer dans le vif du sujet. L'affaire a fait beaucoup de bruit il y a un mois. L'évacuation du squat de la rue Madame Payet, une évacuation sous la pression populaire, quelques jours après l'intervention des Grands Frères. La scène a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux et a provoqué beaucoup de réactions. Alors comment en est-on arrivé là? Retour sur cet événement avec Jocelyne Elgouache, les équipes de la rédaction et Laetitia Regourdal. J'exerce dans cette rue depuis 20 ans et j'ai vu ce squat naître et proliférer. En fait, c'est un squat un peu particulier parce qu'une communauté en pousse une autre. Au départ, c'était des gens qui étaient d'origine guyanienne. Ensuite, on a eu des dominicains et des haïtiens. Ensuite, là, ce sont essentiellement des haïtiens, mais c'est assez mélangé. Il y a beaucoup de dominicaines qui sont là. Et puis, il y a toutes sortes d'infractions. Trafic de stupéfiants, prostitution, tapage diurne, tapage nocturne. Voilà, c'est insupportable. Ça fait 50 ans que je suis dans le quartier. Et je n'avais jamais vu une situation pareille. Ça a dégénéré en très peu de temps, 3 ans, tout a dégénéré. Et bon, nous sommes très exaspérés, tout le voisinage d'ailleurs. Alors, nuisance sonore, nuit et jour. 3 heures du matin, on est dérangé, de va-et-vient, nuit et jour, de boosters, de voitures avec la sono à fond, et des bagarres aussi, des bagarres. Et ça, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a beau aller les voir, on a beau discuter gentiment avec eux, leur demander calmement, rien ne change. Ça fait 2 ans, moi, que j'habite là et rien n'a changé. Il y a eu des plaintes qui ont été faites par certains riverains, rien n'a changé. C'est inadmissible dans un pays quand même on est en Guyane française. Donc je trouve que quand même les autorités françaises devraient vraiment prendre leurs responsabilités et agir, même la mairesse, agir dans les squats de la ville de Cayenne. 53 rue Madame Payet, une adresse qui résonne pour bon nombre d'habitants de Cayenne. Car ce squat symbolise la révolte d'une population contre un phénomène de plus en plus fréquent en Guyane, les squats. Face aux 53 Madame Payet, un cabinet d'avocats, celui de Magali Robot-Cassildé. Elle a beau être au fait des lois, la juriste galère tout autant pour se faire entendre en tant que victime. J'ai été insultée et menacée de mort en ma qualité d'avocat. C'est pas en qualité de riveraine de la rue Madame Payet. C'est l'avocate a diligenté cette intervention. C'est l'avocate. On va lui faire la peau, etc. Donc c'est vrai que c'est effrayant, mais je ne céderai pas à la panique. Je ne céderai pas à la peur. Je suis chez moi. Je suis ici en toute légalité. Et quand je pense qu'on m'a demandé à un moment donné de partir d'ici et de penser qu'il fallait trouver autre chose, je trouve que ça n'a rien de normal. Ils sont en situation régulière, c'est à eux de partir. Le 53 Madame Payet est devenu symbole d'une révolte diffusée sur les réseaux sociaux avec cette vidéo montrant l'intervention des Grands Frères le 5 septembre dernier. Une enquête est ouverte et 7 plaintes contre X se sont déposées par les squatteurs auprès du commissariat pour violence et vol. Dit non, tout le monde dégagez vite fait. Il a pris tout mon affaire, il a crasé tout mon affaire et je mets 500 € au fond un commande, il a pris tout 500 €. José Achille, un des leaders des Grands Frères, se justifie, évoquant la détresse des citoyens devant les squatteurs et les plaintes qui n'aboutissent pas. Un moment, vous êtes humain. La personne vous appelle en pleurs, à l'aide. Si vous n'êtes pas aidé par la personne, qui va l'aider? Donc lorsqu'on dit qu'on a été violent, moi, non, on n'a pas été violent. On a été, bon, il y a une résistance qui s'est faite. Au départ, tout se passait bien. Tout se passait bien, très bien. Il y a même ceux qui ont pris le bagage, sont partis. D'eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils se sont disputés. Parce qu'il y a un qui a dit à l'autre,
Et vous voyez, à cause de vos bêtises, vous faites du bruit dans la cité, pour plein de problèmes. Les voisins, ils n'en peuvent plus avec nous. Donc, à cause de vous, eh bien, regardez aujourd'hui, les grands frères sont venus. La prolifération des squats, évoquée lors d'un meeting quartier Olisette. Presque une thérapie de groupe, au vu des témoignages recueillis. Si jamais ces squats aura gain droit, eh bien, il faut que tout Guyanais prenne terrain. Il faut nous prendre terrain aussi. Et puis, nous allons bâtir. Et tout qui a bâti ces squats nous allons arrêter là. Je suis solidaire avec ce qui se passe maintenant parce que c'est maintenant les Guyanais commencent à se réveiller dans le pays. C'est un problème récurrent en Guyane et on a l'impression que la justice, le système judiciaire, les policiers, la gendarmerie, les tribunaux, ils ne font rien pour ça. Donc moi je pense que la population se sent délaissée. 2 avocats participent à la réunion, donnant des infos aux citoyens sur leurs droits et leurs recours en cas d'occupation illégale. C'est vrai que c'est très compliqué. Je pense même que l'État est dépassé par rapport à cela. Alors, on vient nous faire croire, on veut bien nous dire qu'il y a plus de 300 expulsions, je ne sais pas quoi, mais le problème est bien plus grave que ça. L'exaspération, elle est claire, elle est nette, elle a toujours été là. Maintenant, il faut qu'on puisse faire en sorte de mettre un terme au problème. La suite était prévisible. L'appel des associations, rendez-vous à 18h au 53 Madame Payet, a été entendu. La population guyanaise est venue en nombre. L'exaspération des citoyens se voit et s'entend. Ces gens-là faisaient du bruit, la musique toute la journée. Ils ne respectent pas le pays. Quand on me dit qu'il faut attendre que l'État fasse son travail, moi je crois que si on attend que l'État fasse son travail, on a le droit de mourir. Hein. La maire de Cayenne tente de trouver une issue à la crise, rappelant aux occupants qu'ils doivent évacuer les lieux. C'était notre très enfant là. Oui, mais on travaille pas. Non, on travaille, non tengo l'argent para sortir, ninguno. Eh bien, il faudra sortir, il faut communiquer avec toutes les personnes qui habitent là pour leur dire de partir. Oui. Il faudra partir. Moment de tension, un dérapage peut arriver très vite. Vous protégez la volant! Protégez les squatteurs! Les forces de l'ordre ont bien compris qu'il faut faire barrage à la colère de la rue, s'interposant entre manifestants et squatteurs. C'est l'annonce de Marie-Laure Finera Horte qui calme les esprits. Une évacuation dans l'urgence, sous les yeux et les huées des manifestants. Minuit, l'épilogue. Les agents municipaux condamnent l'entrée du 53 Madame Payet. Je suis très content que cette évacuation puisse se faire dans le calme, mais on ne peut pas répéter cette opération par autant de fois qu'il y a du squat en Guyane. Donc il va falloir que le gouvernement entende que la situation aujourd'hui en Guyane est devenue explosive et on ne peut pas laisser les choses en l'état sans avoir une réaction très forte, la plus forte de la part du gouvernement. Le 53 Madame Payet est depuis resté fermé et le quartier a retrouvé son calme. Mais la question des squats est toujours là. À ce jour, José Achille n'a pas été entendu, ni par la police, ni par le parquet. Alors, depuis, les riverains nous l'ont confirmé, la plupart des squatteurs sont revenus dans la rue Madame Payet, un peu plus loin, au numéro 58, dans un autre squat. Alors, Patrick Joannès, j'ai envie de vous demander, tout ça pour ça, est-ce que toute cette affaire, ça n'était pas juste un coup d'épée dans l'eau ? Alors, il est vrai que l'intervention au 53 Madame Payet a été une intervention qui s'est faite suite à une mobilisation, certes. Nous avons fait ce qu'il fallait ce soir-là pour éviter un drame, qui a un dérapage. Il fallait pacifier. Maintenant, nous avons traité le 53, je dirais, en urgence. La ville de Cayenne n'a pas attendu qu'il y ait cet événement-là pour prendre le problème vraiment à bras-le-corps. C'est un problème communal, en fait. C'est vraiment un problème de la ville, des squats, parce que nous avons des problématiques d'insécurité, des troubles à la tranquillité. Maintenant, sur cet événement où certains squatteurs sont allés au 58, pas qu'au 58, parce qu'il y a effectivement d'autres squats dans cette rue, et pas que dans cette rue, c'est un problème beaucoup plus global, c'est un problème qui nous demande beaucoup plus d'énergie et surtout, je dirais, un travail de fond. Et le député l'a dit, nous ne pouvons pas traiter tous les squats de la même façon.
Donc ce problème qui s'est peut-être déporté au 58, demain, si nous allons au 58, il est fort possible que ça va se déplacer après au 60 ou je ne sais trop. Donc c'est vraiment un problème crucial, mais c'est un problème qui doit être géré autrement. Pas dans la ferveur et pas non plus dans la précipitation. Alors est-ce que ça passe par justement cette cellule que vous avez réactivée récemment et qui se réunira chaque mois avec notamment les services de la préfecture? Alors vous dites que vous n'attendez pas les drames, mais quand même, est-ce qu'il n'a pas fallu l'affaire de la rue Madame Paillé et un drame, justement, quelques jours plus tard, dans un autre squat? Je parle du décès de M. Gaille. Alors, on ne sait pas si c'est un squatteur qui l'a tué. Ça, l'enquête nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que ces deux événements vous ont fait prendre conscience de l'urgence qu'il y a à agir? Nous pouvons entendre qu'il y a effectivement une accélération des dispositifs que nous mettons en place. Mais nous travaillons sur ce sujet-là depuis un moment. La commission a été réactivée pour la bonne raison qu'il fallait impérativement donner un signal fort afin que les partenaires, c'est-à-dire que tous les protagonistes de cette problématique puissent se retrouver autour d'une table. Et c'est un outil qui a existé et qui a fait son travail à un moment donné. Et là, oui, il faut le reconnaître qu'il a fallu accélérer les choses. Alors justement, Olivier Ginest, j'aimerais bien vous entendre sur la question notamment de cette cellule qui a été réactivée et sur l'urgence qu'il y a à agir aujourd'hui. Alors moi, si vous me le permettez, je reviendrai sur le 53 rue Madame Paillé en rappelant quelque chose de fondamental, c'est le droit. Le droit et rien que le droit. Le travail des services de l'État dans ce type de manœuvre, dans ce type d'opération, c'est de respecter en fait le droit et d'accorder, en tout cas pour ce qui concerne le préfet, le concours de la force publique lorsque le droit a été respecté et qu'une procédure est arrivée à son terme, procédure permettant de procéder à une expulsion ou une évacuation. Voilà ce que je voudrais rappeler aussi sur le 53 de la rue Madame Paillé. Aujourd'hui, la problématique des squats, ce n'est pas une problématique nouvelle. Vous l'avez rappelé, la ville de Cayenne a mis en place cette cellule de lutte contre l'habitat illicite, illégal, et les services de l'État y participent très activement. Je rappellerai juste un bilan. En un an, le préfet de la région Guyane a mis en place une cellule de suivi avec sa mission sécurité, avec son état-major de sécurité, qui a permis d'évacuer plus de 350 occupations illégales, des squats urbains, donc comme on les retrouve dans Cayenne, et c'est le cadre du 53 rue Madame Paillé, et du squat aussi périurbain, c'est du foncier occupé illégalement que l'on retrouve dans des communes comme Rémire, Matoury, et même aussi à Cayenne. Et à Saint-Laurent-du-Maroni. Et à ce titre, en un an, le préfet a exécuté 350 décisions d'évacuation, ce qui correspond à une évacuation de 1200 personnes. Donc c'est pour vous dire que l'État ne reste pas sans rien faire. Alors, ça paraît, pour certains, pas assez vite. Je me tourne vers vous, Zalkes Saint-Oris et Yvan Goua, donc les grands frères, les 500 frères. On entend dans le reportage José Achille, le président des grands frères, qui dit « Que voulez-vous faire quand quelqu'un vous appelle à l'aide en pleurs ?» Est-ce que, depuis Mme Paillé, vous avez reçu d'autres appels, d'autres propriétaires qui ont des maisons squattées? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, on a reçu d'autres appels. Suite à ce qui s'est passé à la rue de Madame Paillé, j'ai été justement visiter personnellement un squat qui se trouve à la rue Christophe Colomb. Si on doit comparer l'état de délabrement entre les deux squats, la rue Madame Paillé, c'est un palace à côté. C'est un immeuble qui est sur 3 niveaux, il y a un escalier, j'ai même pas voulu en fait monter dessus. Et en rentrant en fait dans le squat, je suis tombé direct en fait sur une petite fille qui devait même pas avoir 4 ans. Et elle habite en fait dans ça. Vous rentrez, c'est insalubre, il y a de l'eau partout. Maintenant, si on doit continuer la comparaison, c'est pas un squat qui pose autant de problèmes que la rue Madame Paillé, avec toutes les incivilités qu'on a pu connaître effectivement à la rue Madame Paillé. Cependant, bon, il y a le proprio a déjà été menacé aussi. Enfin, il y a différents problèmes. Toute la ville de Cayenne a d'une façon ou d'une autre des différents squats de ce type. Comme on le disait tout à l'heure, chaque squat ne se traite pas de la même façon. Mais pour revenir effectivement sur la rue de Madame Paillé, les riverains nous ont alertés il y a des mois. On les a dirigés dans un premier temps vers les autorités, à entamer effectivement les procédures. Et avant qu'on puisse intervenir, c'est encore une fois un cri de désespoir d'un des riverains, d'un voisin, qui est arrivé en disant ça fait des mois, ça fait des années qu'on fait, et il n'y a rien qui se passe en fait de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est en train d'empirer. Le sous-préfet parlait tout à l'heure de droit. Donc j'aimerais juste rappeler qu'un squat, c'est quand même une occupation sans titre et sans droit.
d'accord? On s'est approprié le lieu d'une personne. Donc c'est illégal par défaut. C'est illégal au sens de la loi. Donc à un moment donné, oui, il y a un problème à régler. Et quand on dit qu'aujourd'hui, faut respecter le droit, faut faire attention à ce qu'on fait, faut pas y aller dans l'urgence. En 2014, il y avait 31 000 squats en Guyane, dont 5 000 à Matoury. Cayenne, on nous a annoncé, là, lundi, il y a 2 semaines, voilà, une trentaine, 250. Il y a une cartographie qui va être dressée prochainement. Tout à fait. 350 squats, on va dire, j'ai entendu tout à l'heure, évacués en 1 an, et il faut s'en satisfaire. Ben, ça fait peur parce que c'était 31 000 en 2014. Et oui, il y a des familles qui continuent à nous appeler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des propriétaires qui n'ont pas de droit chez eux. Il y a des personnes qui ont posé jusqu'à 20 plaintes. Vous prévoyez d'autres interventions? On ne prévoit pas d'autres interventions, on prévoit d'aider et d'accompagner ces personnes-là. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui s'en occupe. Donc très bien, si maintenant il y a des actions qui sont faites, mais il faut arrêter aussi de mentir au peuple. Il faut arrêter de mentir au peuple. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu rue Madame Payet pour qu'il y ait des actions significatives, là, accélérer les choses. Ce ne sont pas mes termes, ce sont signal fort, ce ne sont pas mes termes. Et pourtant, aujourd'hui, la situation s'aggrave. Aujourd'hui, on a des squats où il y a de la délinquance, il y a des squats où il y a de la violence, il y a des squats où il y a des propriétaires qui sont violentés. Il y a une propriétaire qui est venue nous voir pour juste pouvoir rentrer chez elle et pouvoir faire des travaux en état de droit, en Guyane française. Très bien. Moi, je vous pose la question à tous les deux. Quel regard, justement, vous portez sur les actions de ces associations? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles se substituent à vos services? Olivier Ginez. Je réponds. Parler de substitution, c'est très compliqué parce que c'est ce qu'en aparté j'indiquais aux différents protagonistes autour de la table. Quand on se substitue, c'est qu'on applique les mêmes règles. Donc on applique le droit. Et moi, j'en reviens au droit. Effectivement, Madame Gaulle disait, il y a 31 000, c'est son recensement. Après, moi, j'ai pas vérifié. C'est un organisme. C'est un organisme qui vous a donné ces chiffres-là, très bien. Mais il faut faire la part des choses. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de squat urbain. Donc c'est de l'habitat occupé illégalement en centre-ville. Donc c'est des maisons comme rue Madame Payet. Il y a aussi l'habitat spontané qui est apparenté à du squat. Mais en fait, c'est de la construction non autorisée sur du foncier qui peut appartenir à une commune, à l'État ou à un propriétaire privé. Les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc se substituer, comme vous le disiez, ça veut dire aussi intégrer la partie procédurale. C'est-à-dire qu'il faut respecter un certain nombre d'étapes. Parce que oui, on peut dire que ces maisons étaient occupées illégalement. On peut le dire, mais après il faut le prouver, il faut le démontrer et il faut que le juge tranche pour qu'ensuite des décisions d'expulsion et d'évacuation soient ordonnées. Sans ça, le droit n'est pas respecté et donc je rappelle à chacun ses obligations, ses devoirs et donc de respecter le droit. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais réagir pour compléter ce que Ivan disait. Justement, le DDSP actuel disait que... Directeur de la sécurité publique. Dans le cadre des squats, on ne peut pas faire les choses n'importe comment parce qu'il y a le droit, comme M. Ginès le dit, c'est un domicile, on ne peut pas rentrer effectivement comme ça, il y a toute une procédure. Mais si on pousse justement la réflexion juridique, justement, c'est un domicile qui a été violé, ce sont des personnes qui sont sans droit ni titre, donc qui sont en infraction, c'est une infraction qui perdure dans le temps, donc on est dans le cas du flagrant délit. Et pour reprendre en fait l'exemple de la rue de Madame Payet, sans rentrer dans les détails en fait du squat, domicile ou pas domicile, pour tout ce qui a été dénoncé en fait par les riverains, trafic de drogue, de prostitution, bagarre, violence, agression en fait des riverains, il y a tous les motifs pour que les autorités en fait puissent intervenir, faire des interpellations et résorber le problème du squat. Donc je veux bien qu'on puisse me parler de droit. Mais justement, si on pousse encore une fois ce droit-là, ce squat-là, il aurait déjà pu être résorbé il y a des années. Pourquoi tant de temps avant une intervention? Certains riverains nous disent que la rue Madame Payet, ils ont été en souffrance pendant au moins 3 ans. Alors, bon, j'entends bien tous ces éléments-là, mais je pense qu'il faut aussi arrêter d'être toujours dans le curatif. C'est vrai qu'il y a des procédures, c'est vrai que les procédures sont longues, c'est vrai qu'il y a des interventions qui se font, qui sont peut-être pas, qui donnent pas toute satisfaction. C'est peut-être ce qui pousse justement les gens à faire appel à des associations. Tout à fait. Bon.
je reconnais que chacun est dans son rôle. En tout cas, pour la ville de Cayenne, il est vrai aussi que nous nous attachons en tout cas à profiler les squats parce qu'on entend les chiffres. Les chiffres, je ne suis pas là pour les discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la ville de Cayenne, que ce soit un habitat spontané, que ce soit une habitation, je dirais, qui est insalubre, on met tout dans ce mot squat. Or, il faut faire la différence. C'est poliforme. Voilà, parce que c'est pour cela justement que le CLH2I a été réactivé, surtout dans ce sens, dans un premier temps, pour donner une vraie photographie, une bonne photographie, je dirais, des squats. Parce que chaque squat a sa particularité, a sa typologie et un traitement différent. Le squat de 53 Madame Payet faisait l'objet déjà d'une procédure. Les autres squats qui sont à côté, ce sont pas, même si c'est peut-être la même population, mais par rapport, je dirais, à la typologie, au type de propriétaire, à la situation du site, le traitement est différent. On va y venir. Alors, le traitement différent, quoi qu'il arrive, vous l'avez dit vous-même, les procédures sont longues, elles paraissent trop longues à la plupart des citoyens. Alors vous, collectif, vous avez d'ailleurs organisé une réunion publique avant l'évacuation de la rue Madame Payet pour expliquer aux Guyanais quels étaient leurs droits et quels étaient les recours possibles. Je vous propose de faire un petit rappel de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Yvette Bacoul et Nickerson Perdius. Si les squatteurs sont dans le logement depuis moins de 48 heures, les choses peuvent aller très vite. Le propriétaire doit prouver que le logement lui appartient et qu'il est squatté depuis moins de 2 jours. Ici, les services de police, gendarmerie interviennent pour déloger les occupants illégaux immédiatement. Quand ils sont là depuis plus de 2 jours, c'est plus compliqué. Le propriétaire doit porter plainte et saisir le tribunal d'instance et parallèlement prendre un avocat pour lancer cette procédure. Obtenir une simple audience auprès du tribunal peut prendre plusieurs semaines. Ensuite, le juge peut signer une ordonnance qui autorise un huissier à dresser un constat d'occupation illégale. Une fois rédigé, avec au moins notifié le nom d'un des squatteurs, l'avocat demande l'expulsion. Les occupants ont 1 mois pour partir. S'ils ne le font pas, l'huissier rédige un commandement de quitter les lieux. Ici, les squatteurs ont 2 mois pour partir. Si la situation perdure, alors le propriétaire demande le recours simplement à la force publique. Le Code des procédures civiles d'exécution indique, lui, que si, dans les 2 mois, rien ne se passe, le propriétaire a la possibilité de faire un recours gracieux, par écrit, lettre recommandée, adressée à la préfecture représentant d'État, et aussi de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Si la préfecture, dans un délai de 4 mois, ne réagit toujours pas ou répond par la négative ou propose une indemnisation en deçà de ce que le propriétaire exige, celui-ci peut saisir le tribunal administratif pour une procédure classique ou un référé qu'il faudra justifier. Alors, Ivan Goaz, Zatkia Saint-Oris, les gens que vous voyez, qui viennent vous chercher, qui vous appellent à l'aide, est-ce qu'ils ont les moyens aussi d'avoir un avocat, donc de payer l'avocat, de payer l'huissier? Selon ce que disent les avocats eux-mêmes, ça coûte entre 2 000 et 4 000 euros l'ensemble de cette procédure. Tout à fait, il y a plusieurs situations différentes. Déjà, par rapport à votre reportage, qui n'est pas du coup à jour, puisqu'il y a une nouvelle loi quand même. On en parlera juste après. On va en parler, la loi Elan, elle a été adoptée hier. Adoptée, mais les décrets sont pas encore publiés. C'est-à-dire que cet article 57 et cette loi, quand même, est spécifique à la Guyane et à Mayotte. L'article 57 bis, qui est d'ailleurs devenu l'article 197. Tout à fait. Donc, qui est spécifique à la Guyane et du coup, qui permet d'adapter, justement, la loi d'avant, les fameux 48 heures, et d'intervenir plus tôt. Et même là, quand on voit ce qui existait avant, il y a quand même des jalons, il y a quand même des périodes, 48 heures, 2 mois, 4 mois. Enfin, à un moment donné, on ne comprend toujours pas. Et on comprend par contre l'exaspération des personnes qui vivent ça, parce qu'on parle d'années, là. Pour Madame Payet, 3 ans. D'autres lieux. La plupart des gens n'entament pas ces recours en fait contre l'État. Si vous disiez la fois dernière. C'est pas systématique. Ça dépend, parce qu'à un moment donné, ok, il faut prendre un avocat pour pouvoir aller plus loin lorsqu'on dépose une plainte, mais la plainte, elle a quand même vocation à être suivie des faits, elle a vocation à être mise en œuvre, elle a vocation à pouvoir au moins résoudre quelques problèmes, quelques squats devraient être réglés au moins, on va dire, dans la continuité, dans l'exercice du droit. Encore une fois, 2 mois, on dit 4 mois. Et jusqu'à 3 ans. Et d'ailleurs, ce que je... Oui, Zatkia ?
J'aimerais faire une petite rectification par rapport à votre reportage parce que le système judiciaire fait la distinction entre la résidence principale et la résidence secondaire. Donc les 48 heures ne sont pas valables en fait pour la résidence principale. Peu importe en fait le temps, le propriétaire peut justement demander le concours de la force publique. Ça a quand même toute son importance. Ok ? Très bien. Moi, ce que je vous propose justement, c'est de voir deux cas de figure avec deux propriétaires. Celui notamment le cas de la famille Gaillou, qui a été mise en demeure par la mairie de faire évacuer leur immeuble familial qui est en ce moment squatté. Et un autre propriétaire qui, il y a de cela 10 ans, a vu une bâtisse familiale qui a été squattée, détruite par la mairie. 2 000 € déjà pour lancer la procédure. Et aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est qu'on a payé aussi 300 € pour les huissiers, pour faire expulser quelques résidents. Un coût qu'on ne pourra pas chiffrer aujourd'hui, qu'on pourra chiffrer peut-être dans 2 ans, si on arrive à clore cette affaire, mais aussi un coût que l'État profitera, puisque au bout d'un moment, l'État sera gagnant. 27 familles vivaient dans ce squat de l'avenue Voltaire. Ce matin, sous les yeux du propriétaire, la maison est démolie. Grâce à la politique de résorption de l'insalubrité menée par le maire, le squat est éradiqué. C'est une bonne chose parce que j'étais vraiment en galère avec le fait des pauvres gens. Je compatis pour eux, mais c'était peut-être pas le choix. Mais bon, moi c'était chez moi, familialement c'était difficile pour moi d'assumer ça, surtout que je vis à Paris. Donc je contrôlais pas ce qui se passait ici, quoi. Et c'était vraiment c'est dangereux, c'est devenu très dangereux pour la ville, pour les riverains et tout ça. C'est vraiment bien, c'est une épée tirée du pied, quoi. Alors, Patrick Jornès, qu'est-ce qui fait que la municipalité intervienne dans un cas et pas dans l'autre? Alors, ces deux reportages reflètent aussi, je dirais, la politique de résorption qu'on essaie de faire sur notre territoire. Aujourd'hui, le CLH2I a pour objet d'accompagner justement les propriétaires. C'est-à-dire que nous mettons à disposition de ces propriétaires identifiés, quand ces propriétaires sont identifiés, parce que je rappelle que la collectivité ne peut intervenir que dans 2 cas. C'est-à-dire que quand le propriétaire n'est pas identifié, donc à ce moment-là, nous pouvons lancer une procédure et se substituer au propriétaire. Est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher des notaires dans ce cas-là? Inexistant. Et dans le deuxième cas, quand le propriétaire est identifié, mais est défaillant. Voilà, ce sont les 2 seuls cas. Dans les autres cas, là, nous mettons à disposition un accompagnement juridique. C'est-à-dire que nous sommes là à titre de conseil. Nous ne pouvons pas faire plus, à titre de conseil auprès de ces propriétaires pour pouvoir les aider à choisir la bonne procédure. Par contre, nous avons fait une intervention aussi, une éradication du squat au niveau de... ça s'appelle... Olisette. Merci. Là, l'actuel siège de Liedom voilà. Non, sur un autre secteur. D'accord, un autre C'était secteur. très vite. Pourquoi? Parce que avec le propriétaire a pris contact avec nous et nous avons travaillé sur le dossier. C'était très très vite parce que le propriétaire était, je dirais, très motivé. Nous l'avons orienté sur la procédure. Nous avons pu obtenir toutes les procédures très rapidement. Donc c'est un cas, je dirais, d'école que nous pourrons rééditer sous condition que les propriétaires puissent aussi... on parle de droit, mais à un moment donné, il faut parler aussi des devoirs des propriétaires. Voilà. Des propriétaires que vous allez aider ou accompagner au cas par cas. Tout à fait. Et au niveau de cette cellule-là, justement, avant, je dirais, de mettre ce dispositif en place, on a pris le soin aussi d'essayer d'avoir des éléments chiffrés. Par exemple, sur les squats urbains de Cayenne, nous venons de terminer le recensement, qui a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu faire du porte-à-porte. Et je ne dirais pas que la liste est exhaustive. On est quand même à pratiquement une centaine de squats. Mais de squats ou de squats potentiels. Et sur ces chiffres, enfin pour que je puisse donner, je dirais, un bon éclairage, on a 42% de squats identifiés où il y a de l'occupation. Les 58% restants, c'est des habitats qui sont abandonnés. C'est-à-dire, vous et moi, on peut accéder facilement à cette habitation. Et la nature a horreur du vide. Il n'y a pas d'occupation. Nous allons effectivement faire le maximum pour essayer de traiter un maximum de squats. Mais Madame l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces personnes-là vont partir, il y aura un traitement sûrement, un traitement humain, un traitement juridique, mais elles iront
Sur celui d'à côté. Ah, oui. Alors, on en parlait juste à l'instant, cette fameuse loi Elan qui a été adoptée hier, Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc, il y a un amendement qui concerne la Guyane et Mayotte au vu de la situation. Alors, je vous lis ce qui a été voté hier. Donc, l'article 57 bis est devenu 197. Donc, à Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel, je vous passe un peu, et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'État dans le département peut par arrêté ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition. Alors, les décrets d'application ne sont pas encore publiés, mais on imagine que ça va aller assez vite. Monsieur Ginez, très clairement, avec ça, est-ce que vous allez pouvoir agir plus et surtout plus vite? Oui. Je vous réponds très simplement oui. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes qui sont à l'origine de cette rédaction, de cet article, ce sont des personnes qui représentent l'État au niveau local, en Guyane et à Mayotte. Donc c'est l'actuel préfet Patrice Faure et le préfet de Mayotte qui ont participé à la rédaction avec les services de l'administration centrale à cet article, qui au départ était l'article 51 bis, 57 et aujourd'hui 197. Par contre, dans cet article, ça ne vous a pas échappé quand vous en avez fait la lecture, par rapport à M. Saint-Oris et à Mme Goua, qui faisaient des rappels juridiques. D'ailleurs, je note qu'il y a quand même un socle de connaissances en droit assez conséquent. Par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, cet article ne s'adresse qu'à l'habitat spontané, c'est-à-dire au bâti édifié, pas au squat urbain. Donc, le délit de flagrance, le flagrant délit de 48 heures qu'il faut pour constater qu'une habitation urbaine est occupé illégalement, s'appliquera toujours. Parce que là, il s'agit de l'habitat spontané. En revanche, le squat qui présente des risques graves pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, le préfet est d'ores et déjà, normalement, en droit de lancer une procédure accélérée. Alors, sur les aspects insalubrité, parce qu'en fait, quand on parle squat, habitat illégal, illicite, spontané, il y a toujours, vous l'avez fait remarquer dans vos reportages, ça a été dit par les différents intervenants, il y a toujours cet aspect insalubrité. L'insalubrité, selon le Code de la santé publique, incombe aux propriétaires de l'hébergement, de l'habitat. Donc aujourd'hui, vous avez compris la difficulté qui était celle des services de l'État pour se retourner vers un propriétaire qui a son habitation squattée, pour lui dire de faire des travaux pour remédier à l'insalubrité. Donc le sujet insalubrité, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Ça permet d'agir vite, mais dans un contexte assez particulier. Aujourd'hui, notre cible, c'est pas se retourner contre les propriétaires, même si, comme le disait M. Johannes tout à l'heure, il faut leur rappeler qu'ils ont des devoirs. Mais aujourd'hui, c'est pas s'orienter vers eux, c'est vers les personnes qui squattent sans droit ni titre. Donc il faut retenir que la première partie de l'article pour qu'on ait une application immédiate. Alors vous, collectif, association, est-ce que la loi Elan et cet article 197, est-ce que c'est un avancement, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, est-ce que ça peut être une solution pour la Guyane? Il faut de toutes les façons des actions sur les deux parties, si on peut dire, sur les deux pendants. Les propriétaires, j'entends qu'ils sont difficiles à joindre, j'entends qu'ils sont difficiles à trouver, mais il va quand même falloir trouver une solution. C'est-à-dire qu'on est en 2018 aujourd'hui. On est en 2018 et on parle de choses. La délinquance, c'était en 2006. Il y avait déjà les assises de la délinquance et on parlait déjà des squats. Je le redis, 2014, 31 000 squats. Donc derrière, il va falloir quand même, à un moment donné, effectivement, accélérer les choses et faire en sorte d'avancer. Donc les propriétaires aussi, c'est un problème. Il faut les trouver. Beaucoup de propriétaires en métropole, il faut qu'ils s'occupent de leurs biens, les droits de succession, les problèmes de succession. Il faut qu'ils s'occupent de ce bien. Et on ne peut pas dire qu'on va laisser, on va dire, cette partie-là de côté, l'occulter, puisque ce sont des habitats qui demain seront squattés, ou déjà aujourd'hui squattés. Et du coup, insalubrité aussi, c'est un vrai problème, parce que derrière, c'est aussi, on va dire, c'est inhumain. Enfin, la France ne peut pas tolérer d'avoir un territoire comme la Guyane où les squats se prolifèrent et où, en fait, même la politique d'urbanisation, la politique de développement de territoire représente en fait une ville capitale, Cayenne, où on est à rue Madame Payet et on regardait derrière que des habitats insalubres qui se détériorent et qui sont dangereux. Marius Florella, pour vous, la loi Elan, bonne chose, mauvaise chose? On rappelle, hein, vous êtes droit au logement. Mais vous connaissez ma position. C'est une mauvaise chose puisque j'ai fait une marche au mois de... Je ne me souviens plus si c'est au mois de juillet, début juillet, contre la loi Elan. Parce que finalement, je ne dis pas... Le problème de squat aujourd'hui, ça touche la capitale de Cayenne.
on en parle. Et je vois que sur le plateau, que vous insistez encore que faire que du cocaïne, mais ça existe à Saint-Laurent, ça existe à Saint-Georges, où il y a des squats partout, ou des gens qui se sont installés illégalement sur des terrains. Alors, je dis que ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Bon, elle le dit aussi, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Mais la loi Elan, ça ne va pas en encontre de droit au logement, puisque nous, on défend un droit, c'est un droit. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la question que, et de toute manière, on a été reçu par M. Ginel, la question dont je vais le poser, c'est que moi, je suis d'accord, hein. On peut démolir toute la Guyane. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de permis de construire, que les gens qui ont construit sans tout, seulement il faut me donner une solution de relogement. Et aujourd'hui, la Guyane ne produit pas de logement pour pouvoir loger. Et pire que M. Ginel est témoin, l'État français n'a plus d'argent pour faire les fameux HLM qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que nous tous, associations, on veut, il y a ceux qui veulent le bien-être des propriétaires, je ne suis pas contre, parce que ça c'est à moi et je ne souhaiterais pas qu'on me le vole, je vais chercher à le récupérer, mais simplement je dis qu'aujourd'hui, M. Ginel est sous le plateau, l'État régalien, et puis accompagné des communes, je dirais, est en train de fuir leurs responsabilités, c'est-à-dire le manque de logement. Et c'est un problème écœurant pour la Guyane. La loi Elan, est-ce que c'est aussi peut-être un moyen pour l'État d'éradiquer, de casser l'habitat informel, les quartiers Saint-Pierre-Amatoury, les quartiers à et d'endiguer le phénomène même. Mais le phénomène, je ne dirais pas qu'il ne doit pas être endigué, mais il y a d'autres solutions. Commençons par mettre en place des fameuses commissions. J'ai entendu la ville de Cayenne qui l'a mis en place. Commençons à avoir un vrai travail de terrain pour pouvoir recenser tout le monde, pour voir qui a les moyens d'aller dans un logement, qui a les moyens de payer un logement, qui peut faire quoi. Mais aujourd'hui, je pense que 80% de la population de Guyane, 70%, n'ont pas les moyens de payer un loyer. Alors, pour vous montrer qu'on ne parle pas que de Cayenne, justement, parce qu'il était prévu qu'on parle de Saint-Laurent, notamment de la ZAC Saint-Maurice. 3750 logements étaient prévus, 40% de l'espace est occupé par des constructions informelles. Donc, du coup, on est passé à 2800 logements. On en arrive au point de proposer l'autoconstruction encadrée, parce qu'évidemment, les partenaires n'ont pas les moyens de construire les logements attendus et demandés à Saint-Laurent. Mais vous avez l'autoconstruction, ça fait depuis Léon Bertrand, en tant maire de Saint-Laurent, depuis sous le président, c'était Hollande. Le président Hollande, on a eu des réunions où il nous a proposé ce projet à Saint-Laurent. C'est-à-dire l'autoconstruction, sa ville était la ville d'expérimentation pour pouvoir faire... Donc les gens comprennent bien, l'autoconstruction encadrée, ce sont les gens qui construisent eux-mêmes leur habitation parce qu'il leur est reconnu un certain savoir-faire. Et donc, du coup, il serait encadré. Il est même prévu de mettre à disposition des terrains aménagés pour que les gens puissent construire justement ces maisons eux-mêmes et ainsi leur permettre d'accéder à la propriété. Mais c'est quand même assez... j'ai envie de dire, c'est un peu... regardez, particulier quand même, comme proposition quand même. Il y a une liste de demandes de logement qui est immense en Guyane. C'est-à-dire, quel que soit si c'est toutes les SEM, ils sont épais comme ça, la liste de demandes de logement. Aujourd'hui, il n'y a pas de logement. Mais l'autoconstruction, ça peut être une solution quand même. C'est ça que je vous ai dit, mais nous, on a prouvé. Bon, quand je dis ça, on a prouvé par le quartier de Cogno-la-Mirande, qui veut dire Balata et tout ça, Amatoury et certains quartiers aussi de Saint-Georges ou de Saint-Laurent, que les gens autoconstruisent. Et même, je dirais, après, ça pose quand même des problèmes en termes d'accès au ramassage des déchets, d'accès au réseau d'assainissement, que ce soit pour avoir de l'eau potable pour les eaux usées et autres, et ça pose du coup des problèmes pour les riverains de ces zones-là. Mais ce que l'État proposait, c'est-à-dire c'est une construction encadrée. Ça voudrait dire, ça ne se ferait pas hiérarchiquement comme ça. Ça voudrait dire qu'on a une liste de demandes de logement, c'est parce que c'est pas tout le monde aussi qui veut habiter dans une maison. Il y a des gens qui souhaitent habiter dans un appartement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la solution pour pouvoir dire qu'on va essayer de loger tout le monde en Guyane, l'autoconstruction, c'est l'une des solutions que l'État avait proposées au maire de Saint-Laurent, mais il a refusé. Pourquoi? Parce que la viabilisation qu'on lui proposait pour cette autoconstruction des parcelles... Qui paye la viabilisation? L'État. Alors j'aimerais bien entendre M. Ginez là-dessus. Ça vous fait rire d'ailleurs? Non, ça me fait pas rire, parce que c'était la réponse à la question qui paye, au final, c'est l'État. Donc je m'y attendais de toute façon. Je ne vais pas me prononcer sur un projet que je ne connais pas, puisqu'il est question d'un projet d'autoconstruction qui date d'il y a quelques temps maintenant. Donc il faudrait qu'on revoie la copie avec Madame le maire de Saint-Laurent, qu'on revoie quel est le projet, si tant est qu'il y a encore un projet en ce sens. Et moi je répondrai juste sur le logement.
Puisque vous l'avez dit, la loi Elan, qui a été voulue, puisque rédigée par le représentant de l'État local avec le représentant de l'État à Mayotte, donc c'est une volonté qui a été validée par le Parlement. Aujourd'hui, on va attendre l'application, la mettre en œuvre pleinement. Ça va nous permettre de faire des avancées considérables en matière de lutte contre l'habitat illégal. Ça, c'est clair, puisque le préfet aura des prérogatives nouvelles, des polices administratives qui permettront d'agir vite et plus efficacement. Par contre, et là, l'attention qui est portée par M. Florella est une attention toute particulière et qu'il va falloir traiter avec beaucoup de bienveillance également. Dans ces squats, il y a des gens qui sont en situation irrégulière. Irrégulière au sens du droit français, au sens du droit des étrangers, et qu'il faudra accompagner vers des retours dans leur pays d'origine. Mais qu'il faudra accompagner. Aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, une demande d'asile se fait. Alors, avec la nouvelle loi, les délais sont raccourcis. Vous avez remarqué que l'État agit en ce moment. Non, les délais sont raccourcis, certes. Imaginons que je suis demandeur d'asile, ma demande est refusée. On me dit, Mme Betts, vous quittez le territoire, vous avez 1 mois pour le faire. Qui va m'obliger à le faire? Ben nous. Tout simplement, quand vous êtes débouté d'une demande d'asile qui auparavant prenait 5 à 6 mois d'instruction en moyenne et aujourd'hui est réduite à 2 mois, puisque c'est le décret du 3 septembre 2018 qui nous permet de réduire considérablement les délais de demande d'asile, instantanément vous êtes débouté. Une fois que la décision de l'OFPRA est connue, vous devez être reconduit dans votre pays d'origine. Ça peut passer en fonction de votre composition familiale, ça peut passer par une retenue ou une rétention administrative au CRA, et ensuite vous êtes éloigné. Si vous venez d'un pays lointain, vous serez éloigné de façon lointaine. Donc le sujet du droit des étrangers est un sujet sur lequel nous travaillons énormément. Les résultats sont conséquents. En 2018, nous avons fait plus de 153% d'augmentation d'éloignement lointain par rapport à 2017. C'est la volonté affichée du préfet qui continuera à être affichée en 2019. Je reviens sur le logement parce que c'est très important. Si vous êtes en situation irrégulière, vous aurez vocation à quitter le territoire national. Si vous avez des droits, l'État français fera en sorte qu'ils soient respectés et vous aurez droit à un accompagnement. D'où la question du logement, la question des opérations à tiroir. On ne peut que saluer des initiatives comme celle de Madame le maire de Cayenne qui a permis de construire des logements tiroirs pour ces problématiques de squat, pour des problématiques de personnes qui ont besoin, qui ont des droits en matière de logement et d'accompagnement social. Il y a une possibilité de 200 personnes hébergées dans ces logements tiroirs. L'idée, c'est d'en faire davantage. Les permis de construire sont déposés par les services de l'État pour de l'hébergement d'urgence. Et l'idée également, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le parc social, dans le parc de l'hébergement social, pour trouver des places. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, et c'est une volonté du préfet, force est de constater qu'il y a des personnes qui sont dans le logement social alors qu'elles ne devraient pas y être. Très bien, donc M. Viendra l'a compris, les choses seront faites pour le logement. J'aimerais qu'on parle quand même des situations que subissent, que vivent certains riverains. Je pense notamment à Petit Lucas, le squat des bambous. Pour vous, là, nous sommes clairement dans le cadre d'un habitat informel spontané. Tout à fait. Le maire de Montjoly, Jean Ganty, déjà demandait au préfet de prendre des dispositions d'urgence. Le préfet devait donner une réponse fin octobre 2017 concernant le squat des bambous. Nous sommes octobre 2018. Où en sommes-nous et qu'allez-vous faire maintenant que la loi Elan est passée concernant le squat des bambous à Petit Lucas, où les grands frères ont déjà intervenu d'ailleurs? Oui, alors 2 choses. Le squat bambou, la réponse qui devait être donnée en octobre 2017 a été donnée, puisqu'au lendemain de l'évacuation du Mont Baduel, pour des raisons, alors là c'était des raisons... On parle de 3 maisons qui ont été détruites et les gens sont déjà réinstallés. Vous êtes réducteur, vous le savez comme moi, c'est pas 3 maisons, c'était une quinzaine de maisons qui pouvaient s'apparenter à... Et les gens sont déjà revenus. Et les gens sont revenus. Comme à chaque fois. Alors qu'allez-vous faire pour le squat Petit Lucas? Je ferai et je rappellerai le squat des bambous. Sans procédure aboutie, on ne peut pas procéder à des expulsions. Et donc rien ne bouge concernant Petit Lucas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est à la charge des propriétaires. Et on pourra revenir ensuite sur ce que nous voulons expérimenter sur Cayenne, qui pourra être dupliqué sur l'ensemble de la Guyane. C'est à la charge des propriétaires d'engager des démarches qui mèneront ensuite à une demande de concours de la force publique que le préfet accordera. Je peux, devant vous affirmer qu'aujourd'hui, toutes les demandes de concours de la force publique sont accordées par le préfet. Donc les plaintes des riverains n'ont pas d'impact sur votre action? Il faut tant que le propriétaire ne bouge pas. Alors, je vous explique une chose. Vous savez comme moi qu'en France, la justice est indépendante. Donc vous me permettrez de ne pas répondre à la place de mes collègues qui représentent le ministère de la Justice. Quand il y a des procédures, des plaintes qui sont déposées au commissariat ou en gendarmerie, ensuite, elles suivent leur cours, tout naturellement,
auprès des autorités judiciaires. Quand les plaintes sont reçues, parce que, évidemment, on rappelle qu'il y avait une délégation de riverains de la rue Madame Payet qui se sont rendus à la police nationale afin de porter plainte et leurs plaintes n'ont pas été reçues. Et ils se sont d'ailleurs, ils ont même dit qu'ils ont eu la sensation d'être pointés du doigt par la République, d'autant qu'après, les plaintes des squatteurs, elles, ont été reçues. Zakiel Saint-Oris a eu une réaction au squat des bambous, notamment. Pas juste sur les squats des bambous. Il parlait de... Monsieur Joannès a dit quelque chose de très important tout à l'heure. À chaque fois, on parle du curatif. Quand les associations comme nous, on intervient dans le cas d'exaspération comme ça, c'est toujours effectivement dans le cadre du curatif. Mais on ne fait que traiter, en fait, la conséquence. Ce serait déjà bien si on commençait à traiter la cause. Et là, je vais revenir effectivement au service de l'État. Vous parliez tout à l'heure de personnes en situation régulière. Donc là, il y a peut-être des actions à mener. Je reviens au mouvement de l'année dernière et à une des revendications principales en fait, des Iguanes de l'Ouest et des associations aussi de Saint-Georges sur le contrôle en fait, aux frontières. Ça permettrait déjà d'éviter à ce qu'il y ait des personnes en situation irrégulière qui rentrent sur le territoire et éviter tout un enchaînement qu'il y a derrière. Maintenant, quand on regarde effectivement le squat des bambous, alors j'entends bien c'est cette problématique effectivement de propriétaires, de système judiciaire, mais de l'autre côté, il y a la justice, mais il y a aussi la réalité sociale. C'est un squat, il y a eu 15 destructions dernièrement, et on a eu, je sais pas, 42 000 qui ont repris derrière. Dernièrement, on voit encore qu'il y a une église là, en face de Petit-Lucas. Régulièrement, elle est agrandie. On a fait justement un article sur cette église pour dire qu'il y avait une société, je ne vais pas la nommer, qui faisait du transport pour édifier encore ça. Et j'ai envie de dire, c'est quoi la réalité par contre sociale par rapport en fait, aux problèmes judiciaires? Est-ce qu'on prend en fait en compte tout ça? Et derrière, on voit juste qu'il y a de l'inaction de la part des autorités. Il faut comprendre aussi l'exaspération des riverains. Tout à l'heure, le monsieur, il disait à peu près, je pense, je ne sais pas si c'était pour nous, mais qu'on s'occupe que des propriétaires. Je le redis, un squat, c'est des conditions inhumaines. Enfin, vos photos, les vidéos qu'on voit le prouvent. C'est des conditions inhumaines. Est-ce que la France a vocation à laisser potentiellement cette situation, se dégrader, perdurer? Et est-ce qu'aujourd'hui, on doit être satisfait, par exemple à Matoury, d'avoir à Cognola-Birande, d'avoir des squats, de développer à ce niveau-là? Effectivement, il faut anticiper. On parle d'après 48 heures. Un squat, ça se construit même pas en 24 heures pour justement les habitats, les terrains qui sont squattés. Même pas en 24 heures. Il faudrait peut-être aussi avoir des solutions sur comment empêcher les squats de se construire pour ces habitats qui, on va dire, illicites et qui se construisent en moins de 2. Et il ne s'agit pas, effectivement, de laisser sur le trottoir des personnes qui ont des droits. Mais il y a deux solutions quand il y a un squat qui est détruit. Rue Madame Payet, je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse nous dire que les personnes sont parties au 58. On sait qui était là. Donc c'est soit ils repartent d'où ils viennent, soit ils sont relogés. D'où ils viennent, voilà, à l'étranger, soit on les reloge. On n'a pas de souci avec différentes communautés ou pas. Alors, on a la problématique, là, très rapidement, on a la problématique des étrangers en situation irrégulière. Vous nous dites, M. Ginès, que la procédure va être accélérée, intensifiée. Il y a l'autre pan où il y a des gens qui ont des droits. Ils sont parfaitement légalement sur le sol guyanais. Ils ont soit un titre de séjour, soit sont français de nationalité. Et ils s'installent dans des zones là où ils peuvent. Est-ce qu'à terme, de toute façon, on n'est pas obligé de baisser les bras et de mettre de la hiérarchie de partout? Quartier Sablance à Macouria, Cognola-Mirande à Matoury. Sablance qui est passé en OIN, en opération d'intérêt national. Donc l'État a la main. Et selon certaines personnes de la municipalité de Macouria avec lesquelles nous nous sommes entretenus, il n'y a toujours pas de réponse de l'État concernant Sablance. Que ce soit la hiérarchie ou l'OIN, encore une fois, ce sont les autorités, les municipalités et l'État qui sont à la manœuvre. J'entends toujours dans le discours, c'est encore la responsabilité de l'État, c'est encore l'État, et l'État fait rien, l'État... Bon, je ne vais pas rappeler le bilan, mais si on a aujourd'hui un article de loi sur la loi Elan qui nous permet d'aller plus vite sur les procédures de squat... Enfin, on n'a pas dit que l'État ne fait rien. Ils sont mis à travailler. On vous parle de là, on vous attend. On vous parle des dossiers sur lesquels on vous attend. Ils sont mis à travailler après le mouvement 2017, grâce à la population et grâce au fait que la mobilisation du 28 mars ait porté ses fruits. Voilà le résultat. La mobilisation du 28 mars. Voilà le résultat. Pour revenir sur Sablance, les autorités municipales le savent bien. Je me suis déplacé avec les équipes de la mission sécurité de la préfecture, l'état-major du préfet, et nous avons fait un état des lieux sur les procédures à mettre en œuvre, puisqu'il y a aussi des parcelles État
sur Sablance avec des squats en construction. Et là, on a toute légitimité pour agir sur le plan du droit administratif, pour faire en fait une remise en état du domaine privé de l'État. C'est ce que nous allons faire. Sablance fait partie des opérations que nous allons traiter avant la fin de l'année. Je peux vous annoncer qu'on a très prochainement une opération sur Saint-Laurent-du-Maroni au lieu dit la Pépinière. On est en train d'évaluer la façon de faire une évacuation sur l'île Portal. On a à Leblon, à Cayenne, également une opération qui est envisagée puisque avec le concours de la mairie, les services de l'État ont déclaré ce quartier comme bidonville, donc insalubre, et donc on va devoir y remédier rapidement. Donc on engage beaucoup de procédures, on a beaucoup de travail sur la planche, on a beaucoup de projets, et on avance. Donc Sablance, c'est sur le radar. Nous y travaillons conjointement avec les services de la municipalité, puisque nous y étions avant l'été. Nous nous sommes déplacés pour faire une cartographie précise des zones. Voilà de quoi rassurer les administrés de Macouria. J'ai vu votre déplacement. J'ai vu votre déplacement sur Macouria. Mais ce que M. Ginel oublie de dire, à chaque fois ils annoncent des opérations, mais ils ne disent pas où on va les reloger. Alors ça voudrait dire la même chose que je vous dis, c'est-à-dire déplacer le bobo pour le remettre ailleurs. Ça voudrait dire que on prend le cas des âmes claires quand on a fait on a détruit les âmes claires. Les gens ils sont repartis derrière Saint-Pierre. Et aujourd'hui, le maire était monté au créneau par rapport à ça, qui disait à l'État d'agir. Ça voudrait dire qu'on met les gens à la rue. C'est comme j'ai dit à M. Ginel l'autre fois, pour les réfugiés. Vous savez très bien, on a réduit à 2 mois, mais vous savez très bien quand vous donnez un titre de réfugié, il faut donner un logement au bout. L'État n'en a pas. L'État n'en a pas. C'est-à-dire que si l'État donne un logement au bout, l'État sait où est le réfugié. Mais aujourd'hui, on donne le titre de réfugié des fois aux gens, mais les gens, ils sont dans la nature. Ouais. Ils sont dans la nature, mais où ? 2016, 6 000 personnes dans la nature. Alors, vous comprenez, et la dame le dit, 6 000 personnes. Alors aujourd'hui, nous, défenseurs du droit au logement, on ne peut pas laisser l'État dire qu'on va faire des opérations par-ci, par-là. Seulement, il va falloir nous proposer aussi des relogements. Il l'a dit tout à l'heure qu'on a conçu des logements tiroirs à Cayenne, mais il va falloir que ça se fasse à Saint-Georges, il va falloir que ça se fasse à Saint-Laurent, il va falloir que ça se fasse aussi à Macouria, il va falloir, parce qu'on ne peut pas déloger les gens et puis les lâcher dans la nature. C'est pas possible. Donc, Fédération droit au logement, le préfet sait qu'il nous trouvera toujours sur sa route. Parce que, malheureusement, on partage certaines choses, parce qu'il y a la loi, et puis lui aussi, il faut qu'il respecte la loi. C'est tout ce que nous, on va lui demander. Alors moi, je ne suis pas pour que lui, il faut qu'ils écrasent les quartiers, mais certes que écraser les quartiers pour pouvoir dire lâcher les gens, on l'a bien compris, il faut les reloger. Il faut les reloger. La conclusion de tout ça, on le voit, c'est que les squats, a priori, en venir à bout d'un coup de baguette magique, ça va être très compliqué. Comment en venir à bout, à défaut de les éradiquer, au moins les contrôler? Alors on a vu quelques pistes de solutions. Peut-être que la loi Elan va nous permettre d'aller plus vite, peut-être avec une meilleure gestion des flux migratoires. On le voyait notamment avec les accords de Guyane, libérer du foncier sans doute, lancer plus de programmes de logement. Pourquoi pas éventuellement de l'autoconstruction, des RHI, la construction de centres d'hébergement, notamment pour les demandeurs d'asile. Est-ce que tout cela, néanmoins, sera suffisant? En effet, Véronique, parce qu'à laisser ces endroits se développer, est-ce qu'on ne crée pas une poudrière, une Guyane, permettez-moi l'expression, de favelas, de bidonville? Et si ce n'est pas déjà le cas, on a l'impression qu'on s'en approche dangereusement. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à toutes nos équipes qui ont permis que cette édition spéciale voit le jour. À très bientôt sur La Première. Merci Véronique. Bonsoir.